nous considérons la situation comme très grave, particulièrement grave, non pas seulement pour notre parti, qui connaît de grandes difficultés, tout le monde le sait, mais pour le pays aussi. Voyez-vous, le malheur, c'est que les Flamands ont l'impression, quand on leur parle, n'est-ce pas, le problème du pays est posé, ils ont un peu l'impression qu'on leur dit ça chaque fois qu'ils arrivent avec une revendication. Vous pouvez dire qu'ils ont tort, je constate. Alors je crois que même dans l'intérêt du pays, nous ne devons pas toujours, et à propos de chaque crise, même grave, dire le pays est à terre. Moi je crois, j'aime beaucoup ce pays, je crois qu'il est plus solide que ça. Il encaisse de fameux coups, n'est-ce pas? Il encaisse de fameux coups, et des deux côtés. Hein? Parce que je vous dirais ça, je vous dis objectivement, et je suis content de pouvoir le dire pour les francophones, ça a été un concours de bêtises de part et d'autre au cours de ces derniers mois. Hein? Quand est-ce que vous vous êtes dit, cette fois ça y est, c'est tout un gouvernement qui va chuter sur cette question-là? Ça ne m'a pas étonné. On était tellement passionnés, les gens étaient tellement excités. Il y avait des manifestations dans les rues de Louvain pratiquement tous les jours. Et donc le gouvernement Van den Boonen est tombé d'une manière assez inattendue quant au moment. Mais que ça allait se passer, pour moi, n'était pas du tout une surprise. Au moment de la chute, c'était vraiment la fête pour nous. C'était la preuve qu'une génération, un monde étudiant pouvait faire bouger les choses. Et on était très contents, bien qu'on ne voyait pas tellement de quelle façon ce pays va évoluer, mais on était conscients que c'était un moment important dans l'histoire du pays. Et un premier pas vers le fédéralisme? Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Le pays unitaire, c'était la fin de la Belgique unitaire. Et la fin de la Belgique de papa, comme on l'a appelé, donc c'est quand même une page qui se tourne, mais vers quoi? Vers plus d'autonomie des régions, des communautés. Autre conséquence, la scission du Parti social-chrétien en deux ailes linguistiques et donc deux listes séparées pour les élections qui s'annoncent en mars 1968. Le résultat du scrutin marquera un recul des partis traditionnels et une percée des partis régionalistes. Toutes les grandes formations politiques suivront bientôt l'exemple du Parti social-chrétien et se diviseront elles aussi en deux ailes distinctes. C'est la famille chrétienne aussi qui se divise au niveau politique. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Douloureusement. Et je vais vous dire, je l'ai écrit aussi, je peux ici vous confier que le roi Baudouin, à plusieurs reprises, m'a dit « Je ne comprends pas qu'entre chrétiens, qui ont la même conception de la vie, la même conception de la société, on puisse faire une chose pareille. Que ça ne puisse pas se régler d'une manière chrétienne, entre guillemets. » Le 17 juin, un gouvernement social-chrétien socialiste Eyskens-Merlot est constitué. L'accord gouvernemental impose à la section française de l'UCL de s'implanter dans des sites nouveaux. On prévoit également un dédoublement de l'Université libre de Bruxelles. Au-delà de toutes les divergences qui pourront nous séparer dans cette enceinte, le gouvernement prend l'engagement de lutter au maximum de ses forces pour remplir sa mission essentielle, construire un pays moderne, fondé sur la reconnaissance des communautés qui le composent et prêt à tenir sa place dans l'Europe. Mon propre père est redevenu Premier ministre en 1968 et c'est lui qui a dû faire approuver le déménagement entre guillemets et surtout le financement. Désormais, plus rien ne pourra entraver la volonté flamande de scinder l'université de Louvain. Il y aura donc en Belgique deux universités catholiques au lieu d'une. Provisoirement, l'UCL et la KUL vont conserver une seule personnalité juridique en attendant que les modalités du transfert en Wallonie et le plan de financement soient garantis. Mais déjà, les deux universités fonctionnent de façon totalement autonome. Le divorce est bel et bien consommé.
vous avez, je pense, pris part à tout ce qui était organisation du partage, de la scission des biens matériels. Comment est-ce que ça s'est passé? Difficilement. Parce que de part et d'autre, on était assez cabrés. L'université était riche en objets d'art, héritage, collection. Et donc j'ai assisté à la guerre des théières de Chine. Nous avions une immense collection de porcelaine de Chine, avec beaucoup de services à café, à thé, etc. Et alors, je me souviens avoir organisé une visite avec les membres du conseil d'administration unitaire, où et les francophones et les flamands se bagarraient pour avoir la même théière. C'est celle-là qu'il me faut, parce qu'elle est historique, elle est du XVe siècle, de la dynastie Qin-Chang, et ça, il nous la faut. Et alors, moi j'ai prononcé un jugement de Salomon. J'ai donc fait venir un grand expert international qui a fait des estimations et qui a constitué des lots équivalents. Pour que tout le monde soit content. Et on a tiré au sort. On a parlé aussi beaucoup du partage de la bibliothèque. Mais là aussi, on a évalué la valeur de certaines collections et on a tiré au sort. Il y avait un reliquat, pas beaucoup, peut-être 10%. Et pour ce reliquat, la solution pragmatique a été de donner le numéro pair aux francophones et le numéro impair aux néerlandophones, ou l'inverse. Ça a fait les manchettes, même dans la presse internationale. Au-delà de ces modalités pratiques, il y a une question plus grave, l'attente. L'UCL va-t-elle survivre à tout cela? Au déchirement du départ de Leuven succède l'inquiétude face à un avenir incertain dans une ville qui sort de nulle part, Louvain-la-Neuve. Mais l'inconnu est aussi source de curiosité, voire d'exaltation. Ils m'ont dit que nous partions, mais uniquement pour raison de paix publique. Tout ça avait un coût, évidemment. C'était pas tout d'accepter d'être transféré, il fallait le coup. On ne pouvait pas accepter officiellement le transfert sans être assuré d'avoir les moyens de le faire. Il ne faut pas oublier que le gouvernement, à ce moment-là, a dû faire face à des revendications du sartillement, sur le sartillement de l'université de Liège, à la plaine des manœuvres que l'ULB rachetait, à Mons qui voulait aussi de nouveaux territoires, c'est-à-dire un gros problème. En Belgique, vous savez ce qui se passe, il faut donner à l'un, il faut donner aux 6 autres ou à 5 autres. Pour ce qui est du transfert à Otigny, au niveau politique, après le premier pas fait en mai par le gouvernement, les négociations se poursuivent sur tous les plans. Financement, aménagement de l'infrastructure environnante. Elles sont particulièrement lentes et continuent de requérir toute notre vigilance. Il ne faut pas nous cacher que nous sommes entrés dans une longue période de négociations difficiles où l'on ne nous fera pas de cadeaux. Je crois que son action a suscité l'admiration de tout le monde, et elle a duré longtemps d'ailleurs, et heureusement qu'il était là. J'ajouterais peut-être que, heureusement que dans ce contexte où lui devait combattre, au sens presque premier du terme, en tout cas verbalement, il était accompagné du professeur Watrin, économiste, qui, en bon économiste, était capable de prévoir, et dès 1963 pensait à un plan B, comme on dit, et avait son plan B tout prêt, ou quasi prêt, lorsqu'en 67-68, les décisions définitives ont été prises. En effet, dans l'esprit de quelques-uns, Louvain-la-Neuve existait depuis longtemps déjà. Des contacts discrets avaient été pris, notamment avec certains bureaux d'architectes. La tête pensante de ce projet était le professeur Michel Watrin. Il est donc exact qu'en toute discrétion, j'avais veillé à préparer des hommes à des problèmes de programmation universitaire et urbaine et que j'avais pris des consultations auprès de grands bureaux transatlantiques de manière à préparer, il faut le dire en toute discrétion, effectivement, ce que je croyais être un avenir possible, sinon probable. À partir du moment où il fallait partir, où nous avions obtenu les milliards pour le faire, il n'y avait plus qu'à construire, cesser de regarder dans le rétroviseur et avancer.